Yomi Denzel pèse plus de 100 millions d'euros. Il a investi dans quasiment tout, or, crypto, actions, ETF, immobilier. Et pourtant, il le dit lui-même, avec le recul, il aurait fait les choses complètement différemment. Alors la question aujourd'hui, elle est simple. Yomi Denzel a-t-il réellement réussi à optimiser son patrimoine de 100 millions d'euros? Et à partir de quand sa diversification est devenue son plus gros handicap? J'ai repris toutes ses positions, recalculé leur répartition, analysé ses meilleures décisions et ses pires erreurs. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment je réorganiserai son patrimoine avec les 7,8 millions d'euros qu'il va bientôt encaisser de ses entreprises. Alors avant de commencer ici, on va parler uniquement d'investissement. On ne va pas parler de comment générer de l'argent avec un business. Ça, il sait le faire extrêmement bien, mais c'est une compétence complètement différente de gérer son argent une fois qu'il a été généré. Et tous les chiffres de cette vidéo, je ne les invente pas, je les tire simplement d'une vidéo récente de sa chaîne où il nous dévoile son patrimoine, ses investissements, combien il a gagné, combien il a perdu, combien ça vaut aujourd'hui, ce qui est quelque chose d'assez rare et qui va nous permettre aujourd'hui de faire une analyse complète de son patrimoine grâce à la transparence dont il a fait preuve. Donc Yomi nous donne une valorisation optimiste de son patrimoine à plus de 100 millions d'euros, avec environ 70% constitué de la valorisation de ses propres entreprises. Donc pour notre analyse, on va exclure ces 70% parce que ce n'est pas réellement investissable. Voilà, il n'a pas choisi d'investir 70% de son argent dans ses entreprises, il les a créées, il a fait du bénéfice. Aujourd'hui, elles ont une certaine valorisation. Donc nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va se concentrer sur l'autre partie, donc qui représente 30,5 millions, là où il a vraiment fait des choix d'investissement autres que dans ses propres entreprises. Alors on commence tout de suite avec la première composante de son patrimoine. Donc ici, c'est une voiture, une Rolls-Royce achetée en 2022 au prix de 514 000 euros et qui vaut aujourd'hui 285 000 euros. Alors, ça peut paraître assez surprenant, une décote aussi forte sur une voiture d'occasion, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2022, on a eu un pic absolument phénoménal sur l'automobile d'occasion à Dubaï. Donc, malheureusement pour lui, il a acheté un petit peu cette voiture au mauvais moment. Alors, bien sûr, on le compte dans son patrimoine, mais comme il le dit, ce n'est pas un investissement, il n'a pas acheté la voiture pour gagner de l'argent. Mais voilà, c'est 0,9% de son patrimoine liquide. Et maintenant, on attaque un vrai investissement beaucoup plus intéressant, l'immobilier, et ici, l'immobilier en direct, c'est-à-dire donc acheter de l'immobilier et le posséder réellement soi-même, soit à travers une société immobilière, soit en direct. Aujourd'hui, cet immobilier-là vaut 9 856 000 euros. On est sur une belle perte de 1,740 444 000 euros sur 4 ans, donc une performance de moins 15%. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est sa valeur nette immobilière actuelle, donc 7,7 millions d'euros, ce qui représente 23,5% de son capital. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qu'il y a dans ces investissements immobiliers et pourquoi il a perdu de l'argent. Et donc, ces investissements en immobilier, on va tout simplement les séparer en deux parties. D'un côté, sa résidence principale, donc un bien de jouissance, et d'un autre côté, les biens purement d'investissement. Donc, on va d'abord se concentrer sur ces deux biens d'investissement. Donc, ces deux biens, ce sont deux immeubles achetés dans la même ville à Corbeil-Essonnes, l'un à 1 074 000 et l'autre à 1 022 000, avec respectivement 20 et 6% de perte. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur son patrimoine immobilier, il nous annonçait une dette d'un peu plus de 2 millions d'euros. Alors, je vais présumer que cette dette, elle est sur ses biens français parce que la dette à Dubaï, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je pense vraiment qu'il a financé plutôt ses biens français. Et on peut estimer le financement à environ 75% de la valeur totale. Donc, on dit souvent que l'immobilier à levier, c'est très bien. Alors oui, l'immobilier à levier, c'est très bien. Mais le levier, ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que si vous achetez des biens qui perdent de la valeur, par rapport au capital que vous avez placé de base, ben, vous perdez encore plus. Et ce qu'on voit bien ici, c'est que l'immobilier, ce n'est pas quelque chose de passif, et non plus quelque chose de simple. Il faut des vraies compétences, savoir choisir le bon immeuble au bon prix, négocier le crédit, choisir bien les locataires, et si on veut déléguer toutes ces étapes, ben, qu'est-ce qu'on rajoute? Ce sont des frais. Et ces frais, finalement, ils viennent détruire notre rentabilité. Et là, si on regarde un petit peu la situation, Yomi, il nous dit que lui, ce n'est pas son truc l'immobilier. Il dit qu'il n'aime pas forcément ça, que ça ne l'intéresse pas. Et pour pousser la chose un petit peu plus loin, ce que je suis allé regarder, c'est les 13 régions françaises. Comment elles ont performé ces 5 dernières années. La région dans laquelle Yomi Denzel a choisi d'investir, c'est la seule qui n'a pas performé en 5 ans. Et pire que ne pas performer, elle a perdu 8,6% sur les appartements. Donc, une chance sur 13 de se tromper.
Et donc ce qu'on voit ici, c'est typique d'un investissement où l'on est mal informé. On investit dans une classe d'actifs qui ne nous intéresse pas, et au final, tout le monde, entre guillemets, a de la performance, sauf nous. Et c'est exactement ce qui arrive ici à Yummy Denzel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même s'exposer à l'immobilier sans pour autant avoir la compétence de choisir le bon bien. Pour ça, on a deux solutions principales qui sont les REITs, donc l'immobilier coté en bourse, et les SCPI. Alors, les SCPI, qu'est-ce que c'est? Les SCPI, ce sont des sociétés civiles immobilières de placement. Ce sont des sociétés où on a un portefeuille et un gérant. Dans ce portefeuille, on a par exemple des bureaux, des entrepôts ou des immeubles. Et en fait, ces sociétés, elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent en France l'accès au levier. Alors, le levier, il est un petit peu plus compliqué que sur de l'immobilier en nom propre comme fait Yummy Denzel, mais on a quand même accès à ce levier. On n'a pas l'obligation d'avoir la compétence de choisir le bon bien, la compétence de bien choisir son locataire. Donc on a tout délégué avec une bonne diversification sur l'immobilier français ou européen, ce qui aurait permis par exemple à Yummy Denzel, malgré des années assez difficiles récemment en SCPI, de faire une plus-value sur ses achats immobiliers. Et on a cette deuxième alternative dont je vous parlais, qui sont les REITs, que je préfère largement aux SCPI. Alors, pourquoi je les préfère? Elles ont beaucoup d'avantages. Premièrement, elles sont beaucoup plus liquides, vu qu'elles sont cotées en bourse. C'est très simple de les vendre, de les acheter, de les arbitrer. On peut donc avoir un portefeuille très diversifié, avoir de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, peut-être des entrepôts, des hôpitaux, des laboratoires. En fait, c'est ce que j'aime avec les REITs, c'est qu'on peut vraiment construire un portefeuille extrêmement diversifié, tout en ayant un portefeuille très liquide. Alors souvent, ces rates, elles ont des performances plus élevées que les SCPI, mais elles ont aussi des frais beaucoup plus bas, parce qu'une SCPI, c'est souvent 8% de frais d'entrée, un petit peu comme un achat immobilier. Donc, avec des frais très très hauts, une liquidité très très basse, là où les rates, on est sur des frais assez similaires à ceux des ETF classiques qu'on connaît tous. Et enfin, ces rates, elles sont endettées. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'investir sur un produit où la dette est déjà à l'intérieur, ce qui nous permet d'avoir plus de performance avec des taux d'endettement qui sont généralement entre 30 et 40%. Et ce qui est intéressant avec ces rates, c'est qu'il a lui-même investi dedans. J'ai investi 886 905 euros là-dedans et aujourd'hui ça vaut 1 92 580 euros, ce qui fait un rendement annualisé de 7,2% depuis que j'ai commencé à investir. Et on voit donc ici plusieurs choses. Il a surperformé ses propres investissements immobiliers avec de 1, moins de travail, plus de liquidité et surtout plus de diversification. C'est-à-dire qu'il a pris au final moins de risques, mais il a eu plus de rendement. Et donc au niveau de l'immobilier, son erreur a été de chercher à investir par lui-même au lieu de se baser sur de l'immobilier coté beaucoup plus sûr. Mais on a aussi son penthouse. Et là, la situation est assez intéressante. Alors, il l'a acheté 6,3 millions, il a fourni 2 millions de travaux, pensant encaisser une énorme plus-value comme il le dit lui-même. Mais malheureusement, on le sait tous, la guerre en Iran a déclenché un choc exogène sur l'immobilier à Dubaï, ce qui donc a détruit complètement son investissement. Il se retrouve aujourd'hui avec une perte de 16%. Et ça illustre encore une fois bien l'importance de, même en immobilier, rester diversifié. Et maintenant, nouvelle classe d'actifs, on va s'intéresser à son cash, tout simplement. Alors, il annonce détenir 3,6 millions de cash séparés en deux catégories. Première catégorie, donc son cash pour ses dépenses quotidiennes, ses imprévus. Alors, généralement, on recommande environ 6 mois de dépenses, donc ce serait cohérent avec un spending mensuel de 160, 170 000 euros. On ne sait pas exactement combien il dépense par mois, donc on ne va pas forcément juger cette partie-là. Maintenant, sur le reste, ces 2,6 millions restants, ils viennent d'une vente de crypto-monnaies. Et ces crypto-monnaies, il l'explique concrètement, il ne les vend pas parce qu'il ne croit pas aux crypto-monnaies, il les vend parce qu'il a peur pour sa sécurité personnelle. Et c'est vrai que c'est un sujet, lorsqu'on est exposé médiatiquement, détenir des grosses sommes en crypto-monnaies, c'est s'exposer à peut-être des enlèvements, des demandes de rançon, et même si nous, personnellement, on est sécurisé, peut-être qu'on a de la famille qui est exposée, donc c'est prendre un risque réel. Mais aujourd'hui, justement, on a des véhicules d'investissement qui nous permettent d'investir à travers les ETF sur le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Donc ce risque physique, il peut le supprimer tout en bénéficiant de la performance de l'actif. Alors c'est sûr, l'actif devient peut-être un petit peu moins intéressant parce qu'on n'a plus ce côté débancarisé, ce côté posséder ses propres clés, mais si on croit en l'actif et à sa performance, alors il n'y a aucune raison de ne pas y être exposé à travers les ETF. Donc au niveau de ce cash restant, j'ai du mal à justifier et je pense qu'il devrait peut-être songer à le réallouer vers les ETF. Par contre, il y a une chose qui m'a frappé au niveau de son allocation de crypto-monnaie. Quand on regarde, on se rend compte qu'il a globalement une grosse allocation sur
les trois premières, Bitcoin, Ethereum, Solana. Et après, énormément de petits paris, quasiment tous perdants concrètement. Et en fait, son portefeuille, c'est le parfait exemple pour comprendre pourquoi le capitalisme fait bien les choses. Alors, on a une classe d'assets qui est les crypto-monnaies et on a énormément de choix dans cette classe d'assets. Le premier, donc celui qui est choisi par le capitalisme, est tout en haut, donc le Bitcoin. Et c'est celui qui performe le mieux de toute la liste. Tous les autres ont des performances ridicules, voire très mauvaises. Et donc, quand je regarde un petit peu les lignes de son portefeuille, je suis assez étonné de voir autant de lignes, autant de petites crypto-monnaies, autant de petits paris qui lui ont probablement pris un petit peu de temps, un petit peu de réflexion, donc de la dispersion. Tout ça pour avoir quasiment que des paris perdants. Et ces paris gagnants sont concentrés où? Ils sont concentrés sur les trois plus grosses et notamment la plus grosse crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Et ça illustre un principe assez important, je trouve, en investissement. Quand on arrive dans une classe d'actifs, le plus simple et généralement le plus lucratif, c'est d'investir sur le champion de la classe d'actifs. Et ici, le champion, c'est le Bitcoin. Et donc, si je devais refaire un petit peu ce portefeuille de crypto-monnaie, le meilleur conseil que je pourrais donner, ce serait soit de mettre tout en Bitcoin, soit si on a une forte conviction sur Ethereum ou Solana, mais sans aller chercher la 10e ou la 50e crypto-monnaie du marché. Voilà, on peut mettre 5 à 10%, mais toujours garder minimum 90% en BTC parce qu'au final, c'est là que la performance est. C'est le grand gagnant du capitalisme sur ce marché. Donc, c'est probablement le meilleur de tous. Et à trop chercher la petite pépite, on perd beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Et je pense que quand on investit, ce n'est pas le but. Alors, prochaine catégorie, on est sur des créances. Environ 500 000 euros que les personnes doivent me rembourser. Donc tout ça, c'est une combinaison d'argent que j'ai prêté à des amis à moi ou des dettes qui ont été accumulées dans différents deals business. Les créances, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prêté environ 500 000 euros à des amis qui soit ne peuvent pas, soit n'arrivent pas, soit mettent longtemps à rembourser. Donc cette catégorie, elle est assez particulière. C'est pas vraiment un investissement, mais au final, on se retrouve avec du capital en attente. Il n'y a pas vraiment de rendement sur ce capital. Et donc c'est vraiment une situation qui est assez difficile, surtout quand ça concerne des amis. Et donc la recommandation que je peux vous faire, et il le fait aussi très très bien dans sa vidéo, c'est de ne pas prêter d'argent à vos amis. Tout simplement parce que vous risquez deux choses. Vous risquez de ne jamais revoir l'argent et vous risquez de ne jamais revoir l'ami. En fait, vous pouvez détruire votre amitié et votre capital financier en même temps. Et ça a l'air cruel, mais le fait de prêter de l'argent à ses amis, c'est quelque chose, il faut bien comprendre que vous risquez de passer du temps avec vos amis et un avocat entre vous, vos amis et un huissier. Et ce genre de choses, je pense que personne n'a envie de les vivre. Donc, malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui est à éviter. Et le lien est tout fait avec la prochaine classe d'actifs qui est le Business Angel. Sur l'Angel Investing, personnellement, j'ai investi 2700 euros au cours des 3 dernières années. Et aujourd'hui, c'est très difficile de savoir combien est-ce que ça vaut exactement. Parce que cet argent-là a été investi dans des dizaines d'entreprises différentes. Il y a des startups de la Silicon Valley, des marques e-commerce de potes, des projets de personnes que je connaissais. Comme il l'explique, ces investissements, il l'a fait parfois sur des boîtes de ses amis, de ses connaissances. Donc au final, on a un petit peu un problème qui est similaire à celui de prêter à ses amis. Parce qu'on va être biaisé, on va se dire que le projet est mieux que ce qu'il est réellement financièrement. Et donc on va faire un investissement mêlé entre émotion et réalité financière. Et c'est assez dangereux de faire ça quand on commence à avoir un gros capital parce qu'on a de plus en plus d'opportunités qui viennent à nous, de plus en plus de personnes qui vont chercher justement à ce qu'on place de l'argent chez eux, mais on a aussi en même temps de plus en plus à perdre. Donc il faut faire très attention avec cette catégorie et je ne la recommande pas forcément. Mais attention, comme dans toutes les catégories, certains sont très très bons. C'est-à-dire qu'on va avoir de très bons angel investors et on peut le voir par exemple dans Qui veut être mon associé, des investisseurs qui consacrent une grosse partie de leur temps et qui ont aussi une expertise pour justement trouver ces deals, les comprendre, les analyser et avoir ce détachement émotionnel. Donc comme toutes les catégories, ce n'est pas à prendre ou à laisser, mais disons que pour la majorité, c'est à laisser. Et pour Yomi en l'occurrence, je pense que c'est à laisser. Et le problème avec l'angel investing, c'est aussi la liquidité des sociétés. Ça veut dire que d'une part, elles ne sont pas cotées, donc on ne peut pas savoir si réellement il a perdu 20% ou beaucoup plus, ou peut-être même qu'il a gagné. Et d'une autre part, pour sortir, c'est extrêmement compliqué. Il faut attendre qu'il y ait un nouveau tour de table, des nouveaux investisseurs qui viennent racheter nos parts. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué et à mon avis, assez chronophage. Et maintenant, nouvelle classe d'actifs,
il a aussi investi dans le private equity. Alors le private equity, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement l'investissement dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc elles sont beaucoup moins liquides. On va investir à 5, 10 ans, parfois 15 ans. Et en fait, ce qu'on va essayer de chercher, c'est la prochaine pépite qui finira par être cotée en bourse ou qui finira par avoir une valorisation exceptionnelle où on aura pris des parts un petit peu à des valorisations beaucoup plus basses. Et donc cet investissement en private equity, il concentre beaucoup de défauts. Premier défaut, c'est très illiquide. On peut attendre 5, 10, voire 15 ans avant de pouvoir récupérer la mise. On n'a pas une valeur très transparente de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une estimation du gérant de combien vaut l'entreprise, mais on n'a pas un prix coté en temps réel. On a aussi un manque de transparence parfois. On n'a pas accès à autant d'informations que sur une entreprise cotée. Et c'est aussi beaucoup plus dur de trouver une bonne entreprise. Là où une entreprise cotée a déjà souvent fait ses preuves, on voit un cours de l'entreprise qui évolue, on voit une certaine ancienneté, l'entreprise est cotée publiquement, donc tous les acteurs sont sur ce marché. Le private equity, c'est beaucoup plus opaque, beaucoup plus de chances de se tromper, beaucoup plus de frais. En fait, il y a énormément de désavantages. Et c'est une classe d'actifs que, personnellement, je n'aime pas trop. À moins d'être un expert dans le sujet, je ne comprends pas l'intérêt d'aller investir sur des entreprises non cotées plutôt que des entreprises cotées. J'ai investi 303 997 euros et qu'aujourd'hui ça vaut 345 949 euros. Donc on est sur une belle performance de plus 41 000 euros en moins d'un an et donc presque 14% de rendement. Mais comme vous pouvez le voir, en réalité, il a fait une très bonne performance sur ces entreprises. Sur un horizon de 1 an, bon, ce qui n'est pas assez pour réellement juger, il a fait à peu près 14%. Mais ici, ce qu'on juge, ce n'est pas la performance, c'est est-ce que l'investissement de 1, il est cohérent, et est-ce que sur le long terme, il est meilleur que les autres. Une performance de 14% sur 1 an, je pense qu'on ne peut pas en conclure grand-chose. C'est pourquoi je ne recommande pas dans son portefeuille cette classe d'actifs. Et donc en opposition justement à ce private equity, on a l'investissement en ETF qui est la prochaine catégorie. J'ai investi 7 840 136 euros et aujourd'hui ça vaut 12 39 829 euros. Donc c'est énorme, j'ai gagné 4,2 millions. C'est une performance de 15,4% en moyenne annualisée. Et donc ces ETF représentent 37% de son capital total, avec une performance affichée de 15% par an. Probablement pas la performance sur le long terme, mais on aura quand même une performance aux alentours de 10%. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait beaucoup mieux qu'avec tous ses autres investissements, avec, j'en suis sûr, beaucoup moins d'efforts mentaux, beaucoup moins de problèmes à régler, beaucoup moins de réflexion, beaucoup moins de questions sur la transparence, sur la liquidité. Donc au final, un investissement beaucoup plus simple que les autres qu'on a vus auparavant, mais qui lui rapporte beaucoup plus et surtout qui, à mon avis, est celui qui le comprend le mieux. C'est donc pour ça que j'adore cette classe d'actifs. C'est aussi sa préférée et je pense qu'il devrait étendre cette classe d'actifs et en avoir beaucoup plus dans son portefeuille. Alors maintenant, on attaque les actions individuelles. Il a investi 2,4% de son patrimoine en actions individuelles, 767 000 euros. Sur les 2 dernières années, une plus-value de 12,6%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même plutôt bien choisi ses actions. Il a fait une plus-value de 12% annualisée, mais il a quand même sous-performé son investissement en ETF. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Des gens qui font des placements en actions individuelles, mais qui continuent de sous-performer l'indice. Et c'est tout à fait normal parce que c'est extrêmement compliqué, même pour de bons gérants, de surperformer un indice. Et à risque équivalent, surperformer un indice, c'est vraiment un travail titanesque. Donc, il faut faire très attention quand on choisit des actions individuelles. Et peut-être que la meilleure solution, c'est de tout simplement ne pas en choisir et investir en ETF. Et je pense que pour le coup, l'énergie mentale, la réflexion, le temps, le fait d'y penser, je pense que tout ça, il aurait pu le mettre sur un autre domaine et peut-être, au lieu d'investir en actions individuelles, rajouter ça à sa poche d'ETF. Alors maintenant, on arrive sur la valeur refuge que vous connaissez bien, l'or. L'or, il en a pour 7,8% de son patrimoine. C'est relativement cohérent, entre 5 et 10%, voilà, pour quelqu'un qui a 30 ans. L'or, ça permet de se diversifier des actions et ça permet de se protéger de la dévaluation monétaire. Donc, c'est assez intéressant dans sa situation. Il a acheté de l'or papier. Donc, de l'or papier, qu'est-ce que c'est? C'est de l'or tout simplement coté en bourse. Donc, très liquide, ce qui permet d'avoir une cotation en temps réel et de vendre quand on veut. Donc, c'est assez avantageux, je trouve. Et je pense que c'est un très bon investissement qu'il a fait.
Et au final, cet investissement dans l'or, il l'a fait au bon moment et il a eu un rendement de 23% annuel. Alors, c'est pas un rendement qu'il va avoir sur le long terme, mais c'est quand même une très bonne nouvelle dans un très bon actif de l'avoir acheté à un bon prix comme celui-ci. Maintenant, l'enjeu, ça va être de garder cet actif sur le long terme pour la protection qu'il lui apporte. Il ne nous reste plus que 3 catégories d'investissement avant d'avoir terminé et on va commencer par les montres. Alors les montres, c'est assez particulier parce que c'est à la fois un bien de jouissance et à la fois un investissement. Et cet investissement, il a des propriétés intéressantes. Par exemple, c'est un bien physique, ça veut dire que on va aussi avoir une diversification, avoir des biens qu'on peut garder chez soi ou dans un coffre en banque, mais il a aussi quelques particularités qui font qu'il est assez illiquide, contrairement à ce qu'on peut le croire. On pense souvent que c'est un actif qui est plutôt liquide, alors c'est assez liquide si on prend des modèles comme par exemple des Rolex Datejust, où il y a une grande demande sur le marché, mais si on va prendre des modèles un peu plus chers, comme ceux qu'il a par exemple dans sa collection, c'est beaucoup moins liquide, et en plus, le fait de les vendre détruit la relation qu'on a avec le dealer qui nous vend les montres, donc après on ne peut plus s'en procurer de nouvelles. Donc c'est quand même assez illiquide si on prend en compte cette relation avec le dealer qui doit être maintenue. Et donc au niveau de ses montres, il a investi 4,1% de son patrimoine, soit 1,35 million. Alors voilà, les montres c'est plus une passion qu'un investissement, mais ça peut quand même prendre en valeur. On le voit en moyenne, il a fait 4,7% par an. C'est une passion, c'est plutôt une bonne façon de dépenser de l'argent, mais si c'est uniquement un investissement, je pense que ça reste quand même une classe d'actifs qui est assez limitée. Et on a ensuite les obligations. Alors les obligations, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la dette. Vous allez prêter en échange d'un rendement avec un coupon. Donc vous allez par exemple prêter de l'argent à l'État français et l'État français va vous rendre 4% par an sur 10 ans. Donc c'est un placement qui a l'avantage d'être très peu volatile parce que même si le prix de l'obligation varie, à la fin de l'échéance, on récupère ce qu'on était censé récupérer. Donc c'est un actif que j'aime bien, mais qui est plus un actif entre guillemets, de patrimoine assez vieux. C'est-à-dire que plus on est jeune, moins on a tendance à vouloir prendre des obligations parce qu'on a tendance à vouloir s'exposer au marché justement et prendre du risque. Les obligations, c'est un petit peu la poche que j'aime bien mettre en court terme, c'est-à-dire des obligations peut-être 3 mois, pour avoir, si jamais, du cash disponible pour un projet ou voilà. J'ai investi au cours des années 753 401 euros en obligations et aujourd'hui ça vaut 783 198 euros. Donc on est sur un rendement à chier d'environ 1,3% par an. Dans ces obligations, il a investi 2,4% de son patrimoine. Je trouve ça relativement cohérent, pas grand-chose à dire là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des rendements qu'il évoque, il parle de 1% annualisé. Je pense qu'il a pris plutôt des obligations assez long terme. Et c'est là où peut-être, moi j'aurais fait un choix différent, peut-être prendre des obligations plus court terme. Je pense que, surtout au taux auquel il les a contractés, le plus intéressant, c'est de rester sur du court terme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre sur une obligation long terme, c'est que à l'échéance, à la maturité, bien sûr, on va recevoir ce qu'on était censé recevoir, mais entre-temps, la valeur de ce qu'on détient, elle varie. Et elle varie parce que peut-être que les nouvelles obligations, elles sont émises avec un taux beaucoup plus élevé, qui fait que notre obligation, si on veut s'en séparer avant l'échéance, eh ben, on en retire beaucoup moins que si les taux des nouvelles obligations étaient égales ou inférieurs. Parce que c'est normal, personne ne va vouloir acheter au même prix une obligation avec un plus haut rendement qu'une obligation qui a un rendement plus faible. Et c'est exactement pour ça que, personnellement, j'aime bien les obligations plutôt à court terme. Et on a enfin la dernière catégorie qui est les hedge funds, où il a investi 3,4% de son patrimoine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les hedge funds sont simplement des fonds d'investissement qui vont chercher par différents moyens à performer que le marché monte ou baisse. Ils vont chercher à être hedgés justement. Et donc ces hedge funds, en moyenne, ils ne battent pas forcément le marché, mais les très bons hedge funds, ils battent le marché et surtout ils le battent à drawdown équivalent. Donc c'est des investissements qui sont mieux si on va chercher les meilleurs hedge funds, mais si on va chercher un hedge fund assez moyen, c'est pas un investissement qui est très intéressant. Donc l'enjeu, c'est, comme sur beaucoup de classes d'actifs finalement, choisir le bon hedge fund. Et pour ça, c'est assez compliqué quand même. Alors pourquoi c'est assez compliqué? Alors déjà, les hedge funds sont des structures privées, c'est-à-dire que on ne peut pas investir comme l'on souhaite dans un hedge fund, il faut soit passer par un family office qui va regrouper notre investissement avec plusieurs clients, ou soit avoir des capitaux assez énormes pour être capable d'y investir. Souvent, on parle de 5 à 10 millions par ticket. Donc là, dans sa situation, Yomi, il a utilisé son family office, qui a sûrement du coup regroupé son argent avec celui d'autres clients pour pouvoir investir dans le hedge fund. Mais voilà, c'est une situation qui est assez rare et un investissement qui reste privé.
Maintenant, si on va chercher les hedge funds qui performent le plus, en fait, c'est assez paradoxal parce que beaucoup d'investisseurs, quand ils ont les moyens d'investir dans ces structures, ils vont chercher donc le hedge fund qui performe le plus et ils vont regarder leur performance historique. Et ce qu'on voit souvent, c'est de grosses performances, mais plus le temps passe, plus les performances baissent. Et pourquoi? Parce que ce hedge fund qui avait des grosses performances, au début, il avait peut-être 300 millions sous gestion, et aujourd'hui, il a peut-être 30 milliards. Donc, ce n'est plus du tout le même jeu. Et les petites inefficiences de marché qu'il pouvait exploiter à l'époque, aujourd'hui, elles ne représentent plus grand-chose en nominal. Donc, chercher un hedge fund seulement en se basant sur les performances passées, ça ne marche pas vraiment. Pour cette raison, et aussi pour les raisons que les performances de stratégies passées ne sont pas forcément les mêmes que les performances sur des stratégies futures, même à capital égal. Et donc, voilà, c'est assez dur de recommander ou de ne pas recommander cette classe d'actifs. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce qui va être intéressant sur ces hedge funds, c'est pas chercher un amplificateur des mouvements sur les actions, mais plutôt chercher quelque chose qui fait de la performance, probablement moins, mais de manière décorrélée du marché action. Donc là-dessus, les hedge funds, ils sont assez bons. Et quand on regarde typiquement les hedge funds dans lequel a investi Yomi Denzel, on voit donc Elliott International avec des stratégies donc de multi-assets, des stratégies equity long short, donc ça veut dire des stratégies qui ne vont pas être basées sur est-ce que le marché monte ou pas. Mais par contre, une chose dont je suis assez sûr, c'est que donc, la moyenne des hedge funds sous-performe le marché, et donc ces hedge funds, ils ont surtout une utilité plus on vieillit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 30 ans, je pense que Yomi Denzel, il a une utilité beaucoup moins importante que s'il avait le même patrimoine à 80 ans. À 80 ans, il aurait envie d'être beaucoup plus diversifié, il aurait envie de prendre moins de risques à long terme, il aurait envie d'être hedgé finalement. Aujourd'hui, peut-être qu'un crack boursier, bah, c'est justement une opportunité pour lui. Et je pense donc que être exposé plus à des ETF qu'à des hedge funds, dans sa situation, ça peut être quand même très cohérent. Et donc, on a enfin reconstitué l'ensemble de son portefeuille actuel. Je vous l'affiche ici, vous pouvez mettre pause pour la regarder. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir à ces 7,8 millions de dividendes qu'il va recevoir justement cette année. Et je vais reprendre ses propres mots. S'il devait revenir en arrière, il ne ferait pas les mêmes choix d'investissement. Donc, cet argent, il va falloir l'investir d'une manière différente cette fois-ci pour venir rebalancer son portefeuille. Et donc, ce que je vais vous présenter tout simplement, c'est ma vision de ce que devrait être son portefeuille une fois qu'il a reçu ces 7,8 millions d'euros et les ajustements qui vont avec. Alors, ce portefeuille que je vous présente, je vais vous expliquer un petit peu les changements qui ont été faits. Et bien sûr, il est à des fins pédagogiques. Le but, c'est que vous compreniez la réflexion derrière, pourquoi j'ai fait certains choix, et surtout, comment ces choix sont en accord un petit peu avec la vision que Yomi Denzel a lui-même de l'investissement. Alors tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est séparer tout ce qui est bien de jouissance et le réel portefeuille d'investissement. Donc on va se concentrer plutôt sur le portefeuille d'investissement. Alors le premier constat que je fais, c'est que avec un patrimoine de cette taille, le principal risque, c'est pas forcément de manquer d'opportunités. Le risque, c'est plutôt de multiplier les investissements qui vont demander beaucoup de temps, beaucoup de suivi et qui ne vont pas forcément apporter un avantage suffisant par rapport à leur complexité. Alors au niveau des arbitrages effectués, la première chose, c'est de supprimer toutes ces petites catégories d'actifs où finalement il n'y a pas énormément et il y a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale qui est consacrée. Donc supprimer tout ce qui est créances et prêts, supprimer le private equity, le angel investing, les actions individuelles, mais aussi les hedge funds. On va aussi réduire fortement la présence du cash. Donc ce qu'on va faire, c'est que au lieu de réallouer 2,5 millions comme précédemment aux crypto-monnaies, on va se concentrer sur réallouer uniquement 1 million, mais sur le Bitcoin. Donc on passe son cash de 3,6 millions à 1 million et le reste part tout simplement dans les ETF avec tout ce qu'il va toucher en dividendes par la suite. Maintenant, concernant l'or, je pense que son allocation est assez saine, les rates de même, même si il faut bien concevoir que lorsqu'on a des portefeuilles d'ETF diversifiés, on a souvent 2% environ de rates déjà intégrés dans ces portefeuilles. Mais pour quelqu'un qui aime investir dans l'immobilier et notamment à travers la bourse, je pense que voilà, ça peut être intéressant, c'est difficilement critiquable. Et conserver son immobilier en France, ça peut paraître assez surprenant, mais si on regarde un petit peu son investissement immobilier, il a probablement déjà subi le plus gros de la perte. C'est-à-dire que le plus gros de la perte, c'est quoi finalement? C'est les frais à l'achat, mais c'est aussi le fait d'avoir probablement mal acheté. Donc tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, revendre cet immobilier où il y a de la dette, c'est réengendrer des frais, peut-être au moment où justement l'investissement va devenir un petit peu plus rentable à l'avenir. Et donc voilà, vous le voyez très bien, après les différents rééquilibrages et l'incorporation des dividendes,
On passe d'un portefeuille avec énormément de lignes où c'est très compliqué de savoir exactement où l'argent est et pourquoi il y est, à un portefeuille beaucoup plus concentré. Alors, on a moins de frais, c'est clair, mais surtout, on a un portefeuille qui est beaucoup plus liquide. C'est-à-dire qu'on peut vendre instantanément, que ce soit l'or, les rates, le Bitcoin, les ETF d'actions mondiales ou les obligations de court terme. Donc, on se retrouve avec un portefeuille qui est extrêmement liquide, à l'opposition d'un portefeuille qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd si on devait sortir. Donc, bien sûr, c'est un changement qui ne peut pas être fait de manière brutale parce que justement, la plupart des anciens investissements sont assez illiquides. Mais voilà, ce que je présente, c'est surtout un portefeuille modèle à des fins pédagogiques. Donc, voilà, ce qui est illustré, c'est le passage d'un portefeuille assez compliqué à un portefeuille beaucoup plus simple et sûrement beaucoup plus efficace. On se retrouve aussi avec une exposition donc aux ETF et aux actions mondiales assez conséquente, mais ce qui, pour son âge, je pense, n'est pas un problème. Quand on a voilà, 29 ans, qu'on a déjà un très gros capital, on a le temps devant nous. C'est le plus gros allié qu'on peut avoir en investissement, le temps et le capital. Et donc, être investi sur ces ETF, ça ne nous demande pas énormément de réflexion. Je pense aussi que, et il l'a dit de toute façon, c'est sa catégorie d'investissement préférée, donc sûrement celle qui comprend aussi le mieux. Donc, je pense qu'il va réussir à détenir ses investissements sans les vendre au pire moment. Donc voilà, je pense que c'est une allocation équilibrée. Dites-moi en commentaire quelle allocation vous préférez, quel changement vous auriez fait, quelle contradiction vous apporteriez. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir.